Gagner de l'argent sur Internet. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez probablement entendu parler des business en ligne. Les business en ligne vous permettent effectivement d'être libre financièrement, géographiquement, temporellement, bref, faire ce que vous voulez, où vous voulez et quand vous le voulez. C'est clair que sur le papier, ce mode de vie paraît idyllique. Alors pourquoi 95% des gens qui osent se lancer échouent et n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Je profite donc de cette vidéo d'un nouveau format pour y inviter une personne exceptionnelle. Si vous vous intéressez au business en ligne ou au marketing et qu'en plus vous êtes sur internet, il est fort probable que vous ayez déjà vu Stan Leloup de Marketing Mania. Sa chaîne YouTube cumule aujourd'hui plus de 15 millions de vues et 300 000 abonnés. Ces analyses marketing très poussées vous permettent d'en savoir toujours davantage au sujet des grandes campagnes, mais surtout comment vous aussi en décortiquer les grands principes de la psychologie humaine et l'appliquer à votre propre entreprise et vos propres business. Je profite de la sortie de son nouveau livre pour l'interviewer sur ma chaîne. Je vous laisse sans plus attendre avec cette vidéo très riche et je vous encourage vivement à prendre les notes et nous faire savoir si vous aimez ce format en nous l'indiquant d'une part dans les commentaires et en nous le faisant savoir plus explicitement avec un pouce bleu. Bon visionnage. En termes de chiffres sur l'évolution de ton business ces dernières années, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Chiffre d'affaires. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est plutôt bien accompagné ici aujourd'hui. Je suis avec Stan Leloup de Marketing Mania. Salut Stan. Salut Alec, merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Comment vas-tu? Très bien, Très bien. très bien, très bien. C'est top là. Tu es où? Tu es en Asie, c'est ça? Je suis à Bangkok, à la maison, enfin plutôt dans mon bureau qui est dans le même immeuble que mon appart, donc je suis plus ou moins à la maison. Ok. Ouais, bah, tu as plus ou moins la même configuration que nous ici à Londres. Je suis dans mon appart, mais on a le bureau dans le même immeuble. Il est 7 heures du matin ici à Londres. Chez toi, il doit être 14 heures, c'est ça? Ouais, merci de t'être levé tôt pour moi, parce qu'on a un peu le décalage horaire. Tu es la première interview que je fais dans la journée et en fait, du coup, ouais, tu te lèves tôt, quoi. Ah bah c'est top. Bon, t'es pas la première interaction que j'ai aujourd'hui. J'ai l'habitude de me lever très très tôt. Du coup, je suis en forme, je suis au taquet. On va pouvoir leur donner un maximum de valeur. Donc effectivement, j'ai plaisir à t'interviewer ici aujourd'hui parce que Stan, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, tu vas te présenter rapidement, mais c'est aujourd'hui près de 300 000 abonnés sur YouTube, près de 14 millions de vues cumulées également sur cette même chaîne. Tu fais également des podcasts. Tu es entrepreneur sur le web depuis maintenant des années. Tu vas sortir ton premier livre d'ici quelques jours seulement. Probablement qu'au moment où on sort cette interview, ton livre est sorti. Sauf erreur, il est prévu pour le 30 janvier 2020. Et tu es clairement l'une des figures emblématiques du marché français de l'infobusiness du marketing d'ordre général. Et il y a vraiment un truc qui moi, m'a toujours impressionné chez toi. Je dirais qu'il y a vraiment deux choses. C'est d'une part ta capacité d'analyse en termes de marketing et d'autre part, tu es excellent en copywriting. Et ça, je pense que c'est l'une ou les clés de ton succès parmi tant d'autres qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui dans cette interview. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, Stan, tu veux bien te présenter rapidement? Yes. Je m'appelle Stan Leloup. Je suis surtout connu aujourd'hui pour la chaîne YouTube Marketing Mania. Tu l'as mentionné, c'est une chaîne qui approche, au moment où on enregistre, les 300 000 abonnés. J'espère qu'elle aura passé d'ici à ce que les gens nous regardent. Donc, Marketing Mania, la promesse, c'est gagner de l'argent grâce à la psychologie humaine. Et moi, ce qui m'intéresse en marketing, c'est de dire, OK, il y a plein de techniques, de la pub Facebook, du webinaire, il y a plein de petites techniques, mais quels sont les fondamentaux qui sont derrière ça, les éléments qui ne vont pas changer avec la prochaine mise à jour de l'algorithme sur Google ou sur Facebook? Quels sont les éléments fondamentaux? C'est la psychologie humaine. Comment est-ce que tu vas capter l'attention des gens? Comment est-ce que tu vas les persuader? Et ce qui devient cool quand tu t'intéresses à la psychologie humaine, c'est que tu peux aller chercher tes informations dans plein d'endroits différents. Et moi, j'aime bien analyser des films. L'année dernière, j'ai analysé le jeu vidéo Fortnite, j'ai analysé le groupe de rap PNL, j'ai analysé des YouTubeurs comme Thibaut InShape pour comprendre quels sont les ressorts psychologiques et comment est-ce que toi, tu peux les appliquer dans ton propre projet. J'ai bien sûr aussi un podcast qui s'appelle Marketing Mania, un site web qui s'appelle marketingmania.fr. Et donc, voilà, le message, grosso modo, c'est comment est-ce que tu prends cette psychologie humaine, comment est-ce que tu vas peut-être 2 ou 3 crans plus profond que tes concurrents pour essayer de comprendre ce qui va motiver les gens et peut-être essayer de trouver une approche différente, une stratégie différente sur le marché, mais qui va au cœur du besoin de ton client pour te différencier et pour vendre. Parce que comme tu sais,
Moi, en fait, le métier que j'avais à la base et là où j'ai vraiment fait mes armes sur le marketing web, c'est dans le copywriting. Donc, c'est vraiment au départ la rédaction de pages de vente pure et dure avant même de faire des vidéos. Des années avant de faire des vidéos, je faisais des pages de vente. Ok, ok. Donc, tu as un certain bagage. Ça fait depuis combien de temps que tu t'es lancé en ligne sur le web? J'ai commencé en 2012 à faire des sites web dans le domaine notamment de la séduction Ok, et j'ai commencé Marketing Mania en 2015. waouh. Donc, ça fait 5 ans maintenant en Marketing Mania. Tu entames ta 5e année. Ouais, Et depuis 2012, c'est clair que tu en as vu passer des pages de vente. Tu as dû en je- rédiger. j'en ai vu passer. Et un truc qui est intéressant, c'est que en gros, tu as eu des vagues dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ouais, moi, quand j'ai commencé, c'était les sites de niche, etc. Et à un moment Hmm. donné, il y a eu des updates. C'était Panda et Pingouin. Et j'ai connu des gens qui étaient sur un revenu de 15 000 dollars par mois et qui sont tombés quasiment à zéro du jour au lendemain. J'ai vu des Hmm. gens qui étaient des pionniers de la page Facebook, d'acheter des likes pour 3 centimes. Et tout d'un coup, le reach organique sur Facebook se casse complètement la figure. Et j'ai vu plein de gens comme ça, plein de business models passer. J'ai vu la première vague du dropshipping qui est ensuite revenue. J'ai vu la vague du Amazon FBA. Et donc, tu découvres qu'il y a toujours des opportunités qui arrivent et qui viennent. Après, il faut être bon sur le timing pour les saisir potentiellement. Mais globalement, ça m'intéressait de comprendre ce qui était un peu plus profond et surtout d'aller regarder sur le passé. Et moi, j'allais regarder sur des auteurs qui allaient écrire dans les années 60, 80 sur le copywriting, donc à l'ancienne, des pubs Hmm. dans des magazines, des courriers qu'on t'envoie par la poste et me dire, OK, qu'est-ce que ces gars-là ont compris? Et peut-être que si moi, je peux comprendre ce qu'eux ont compris, bah, sur mon domaine, je vais être un peu le seul à utiliser ces méthodes-là et un peu le seul à faire cette réflexion, tu vois, sur le fond. Et donc, tu comprends que, bah, OK, tu es là, tu vois, sur le business running. Moi, j'ai envie, dans 15 ans, dans 20 ans, d'être toujours pertinent. Est-ce que ça sera toujours les mêmes stratégies qui marcheront sur YouTube, sur l'emailing? Probablement pas. Mais le cerveau humain ne va pas se transformer. Donc, ça sera toujours plus ou moins la même psychologie qui est derrière en face. Il faut juste trouver comment est-ce que tu adaptes le nouvel outil. Ça, c'est relativement facile. Ce qui est compliqué, c'est comment est-ce que la personne en face, tu vas la convaincre, tu vas lui présenter un message qui va être persuasif. Et ça, c'est l'élément qui ne change pas trop et c'est un avantage que tu peux construire sur le long terme. Hmm. Tu parles notamment de cette évolution du marché. Aujourd'hui, dans le marché de l'infobusiness, du web, on a de plus en plus de gens qui créent des chaînes YouTube, qui développent un blog, etc., qui essaient justement d'intégrer tout ça. On évolue dans un océan rouge, très clairement. Il y a de plus en plus de gens également qui se mettent au coaching, au consulting, à la formation en ligne d'ordre général. Donc là aussi, on est en train de vivre un grand changement. En tout cas, je le ressens même depuis 2018, fin 2018 et toute l'année 2019 et 2020, ça va être encore plus présent. Comment est-ce que tu perçois, ressens et vis ce changement qui est en train de s'opérer sur le marché de l'infobusiness français, étant donné que tu as déjà également vu tous les antécédents qui ont précédé? En fait, je suis pas sûr, moi, de ressentir le changement de la même manière que toi. C'est intéressant parce Ok. que je le perçois de manière différemment. Et je pense un truc qui, moi, m'isole beaucoup de la concurrence, c'est que sur YouTube, presque personne d'autre, en fait, fait mes vidéos. Et malgré le succès, et j'ai beaucoup claironné mon succès sur YouTube, et ça fait depuis, en gros, la première moitié de 2017 que j'ai vraiment commencé à exploser sur YouTube. Je crois que c'est en mars ou en avril 2017 que je suis devenu la plus grosse chaîne YouTube. Et à l'époque, les chiffres étaient moins élevés. C'était genre 70 000 abonnés. Hmm. Et c'était déjà la plus grosse chaîne YouTube sur le marketing, en excluant, il me semble, Olivier Roland qui était encore devant à cette époque. Mais tu vois, et à ce moment-là, j'ai commencé à parler beaucoup de YouTube et de comment je fais. Mais relativement peu de gens, en fait, font mon format de vidéo. Et donc, chaque année, euh, mes vues ont quasiment doublé, mon nombre de nouveaux abonnés a quasiment doublé, mon CA a quasiment doublé. Et donc, même s'il y a de plus en plus de gens qui rentrent sur le marché, il y a assez peu de gens en fait qui font exactement ce que moi je fais. Et il y a assez peu de gens à qui tu peux me comparer. C'est en mode, tu vois, qui fait des analyses marketing du type que moi je le fais, qui va aller faire ses vidéos un peu plus longues et un peu plus en détail. Et quelques personnes qui en font de temps en temps et qui essayent de faire des vidéos, mais une personne qui fait ça depuis des années et en gros qui fait ça depuis 2012. Parce que depuis 2012, moi ce que j'ai fait, c'est analyser des pages de vente et je me suis entraîné essentiellement à faire ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, à l'époque, je le faisais pour moi. Je faisais, tiens, une page de vente intéressante, ça marche. À l'époque, je regardais beaucoup sur ClickBank, par exemple, Hmm. qui est une plateforme américaine pour les produits d'affiliation. Et ce qui est intéressant sur ClickBank, c'est qu'il va te montrer quels sont les produits qui marchent, en fait, pour que les affiliés qui veulent promouvoir un produit, ils puissent voir quel produit marche. Donc, toi, si tu es un apprenti copywriter, tu peux aller là-dessus, voir des pages de vente et dire, OK, pourquoi est-ce que ces pages de vente marchent? Et à l'époque, j'analysais des produits totalement random, tu vois, genre des produits de survivalistes américains, hein, genre comment construire ton bunker, etc. Et je me disais, pour comment est-ce que ça vend ce truc-là? Et du coup, j'ai l'impression, tu vois, d'avoir développé un peu
un angle de vue et une lentille précise là-dessus. Et relativement peu de gens peuvent aller dessus. Et je suis sûr qu'à terme, tu vois, il y aura des gens qui vont se mettre dessus. Et j'espère que je continuerai à devenir suffisamment bon et continuer à évoluer pour garder ma pertinence. Mais en fait, si tu veux, le principe plus large que tu peux en tirer ici, c'est OK, quelle que soit la tactique aujourd'hui que tu utilises, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram, tu ne peux pas t'attendre à ce que ça reste un truc qui est totalement open pour très longtemps. Tôt ou tard, les gens vont s'apercevoir qu'il y a un truc qui fonctionne et vont graviter là-dessus. La question, c'est comment est-ce que tu vas construire des compétences, ce que j'appelle des compétences profondes, c'est-à-dire des compétences qui ne sont pas faciles et que quelqu'un ne peut pas venir demain et répliquer ce que tu fais parce qu'ils ne savent pas le faire. Et je pense que le copywriting, c'en est une de ces compétences. Pour apprendre le copywriting, il faut passer des années quand même en tout cas, il faut passer un bon temps à l'étudier et puis ensuite, il faut passer peut-être des années à le pratiquer et à s'exercer et à comprendre les différentes méthodes et à comprendre les techniques et comment elles s'appliquent dans différents marchés. Ce n'est pas un truc où demain, la personne peut se dire « Tiens, le copywriting, j'ai vu que c'était bien, je vais regarder quelques vidéos YouTube et l'apprendre. » Et tu vois, toutes les compétences que j'ai moi autour de YouTube en termes de création de contenu, en termes d'analyse marketing, en termes des connaissances que je peux avoir sur la psychologie, c'est un truc où, comme j'ai développé sur le temps et j'ai investi dans ces compétences et j'ai continué à les construire, ça me donne une espèce de protection. Là où simplement le fait d'être sur YouTube ou d'être sur de l'emailing ou d'être sur la pub Facebook, c'est quelque chose que les gens peuvent répliquer relativement facilement, sauf si tu es vachement meilleur que les autres en pub Facebook, sauf si tu as un certain avantage en termes de données, sauf si tu as construit cet avantage-là qui peut être défendable. Ok, je comprends. Je te rejoins à 100% là-dessus. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle, justement, je pense avoir la réponse? C'est quelque chose qu'on conseille souvent, notamment quand on veut faire un massive impact. Tu n'es que sur deux vecteurs majoritairement, entre autres le podcast et YouTube. Mais typiquement, alors peut-être que je me trompe, mais tu n'as pas fort développé une activité sur Facebook ou fort développé une activité sur TikTok, Instagram, Pinterest, tout j'en passe. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment le concept de l'effet de boule de neige. Donc si tu regardes la progression d'une chaîne YouTube sur les statistiques, tu peux regarder un site comme socialblade.com par exemple qui te donne des statistiques historiques sur les chaînes YouTube. Tu vas voir que le traction initiale est compliqué à avoir. Ça peut prendre du temps d'avoir 1000 abonnés, ça peut prendre du temps de passer les 10 000 abonnés, mais petit à petit, les choses vont s'accélérer et tu as de plus en plus de retours pour l'effort que tu mets dans ces stratégies. Et c'est extrêmement visible sur YouTube et c'est extrêmement évident sur YouTube, mais en réalité, cette stratégie, elle est vraie pour la plupart des canaux marketing. Que ce soit le podcast, c'est compliqué d'avoir tes premiers auditeurs, mais plus tu as d'auditeurs, plus tu as de bouche à oreille, plus tu as de bouche à oreille, plus tu as d'auditeurs, et plus tu es ranké dans iTunes, et ça devient de plus en plus facile en fait de convaincre tes 1000 prochains auditeurs, par exemple. C'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour Twitter, c'est vrai pour Instagram. Plus tu es gros, plus tu peux grossir, et donc tu as un effet de boule de neige. Maintenant, le truc, c'est que si tu répartis tes efforts et tu essayes de pousser 4 boules de neige en parallèle, tu vas t'apercevoir qu'au bout de 2 ans, tes 4 boules de neige, elles ont un peu grossi, mais beaucoup moins que la personne qui a poussé une seule boule de neige et qui a eu cet effet exponentiel. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où tes ressources sont limitées et quand tu crées du contenu, même si tu as une équipe, etc., il y a toujours un moment où ton temps à toi est limité. Diviser ton attention et ton énergie sur ces différents canaux, ce n'est pas forcément une bonne tactique, notamment parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment cet effet de compétence et de devenir meilleur. Et une des manières dont moi, je suis devenu bon sur YouTube, c'est en pratiquant beaucoup et en faisant beaucoup de vidéos. Mais si j'avais fait moitié moins de vidéos parce que je passais la moitié de mon temps sur d'autres canaux, j'aurais pas pu forcément autant pratiquer et peut-être que je serais pas devenu aussi bon en vidéo et peut-être que mes vidéos n'auraient jamais décollé à l'échelle où elles le sont. Et je pense qu'entre une personne, tu vois, un univers annexe où en gros j'aurais décidé, ok, je vais faire tous ces stratégies de trafic différentes et l'univers où on est, où j'ai fait principalement du YouTube à partir de, disons, fin 2016, je pense qu'il y a un univers où j'aurais fait 40 trucs et en fait sur YouTube, j'aurais, tu vois, genre 10% ou 20% des abonnés que j'ai aujourd'hui. Et je pense que la différence entre les deux est vraiment exponentielle. La différence de l'effort concentré sur une chose, avec cet effet boule de neige, va avoir vraiment une grosse différence. Et d'ailleurs, la seule raison pour laquelle aujourd'hui j'ai un podcast, c'est parce que mon podcast prédate ma chaîne YouTube. Mon podcast date de la première moitié de 2015 et la chaîne YouTube date de la deuxième moitié de 2016. Donc, le podcast était là avant. Et donc, du coup, je l'ai continué parce qu'il y avait déjà une audience établie, parce que c'est quand même complémentaire pour différentes raisons. Mais voilà, si aujourd'hui, tu vois, j'ai une semaine où je pense pouvoir créer du contenu, je vais en priorité systématiquement le mettre sur YouTube. Et le podcast, du coup, c'est pour ça que j'ai publié un peu moins sur le podcast cette année, parce que simplement en termes, tu vois, de stratégie,
ça n'a pas de sens de mettre mon énergie là. Et si tu me dis, OK, tu vas passer du temps à créer de l'énergie, du contenu sur Instagram, je me dis, OK, super, peut-être que je vais pouvoir avoir un peu de traction. Tu vois, j'ai quand même des followers sur Instagram. J'ai régulièrement des gens qui me suivent alors que je ne publie pas du tout de contenu. Juste simplement en tapant mon nom, ils se disent peut-être que Stan, il a un compte. Donc, potentiellement, il y a des gens qui seraient intéressés par me suivre sur Instagram. Mais maintenant, si je devais passer, mettons, 10 heures par mois à animer mon compte Instagram, je me dis qu'est-ce que ça va me rapporter en tant qu'audience, en termes de confiance, dans la valeur que je peux apporter, versus ces 10 heures pour YouTube. Et en fait, par rapport à cet effet boule de neige, cet effet d'exponentiel et cet effet simplement de levier d'avoir 300 000 personnes qui te suivent, la réponse, ça sera toujours YouTube. Yes. Ouais, je remarque vraiment chez toi une vision des choses très smart, très analytique, très data-driven, où justement tu vas être guidé par l'efficience et la performance de tes actions et les effets justement, on va dire, certes l'effet boule de neige, mais les effets dominos qu'il y aura derrière. Mm. Et ça, c'est extrêmement important, c'est extrêmement pertinent et je trouve ça très malin. Et bon nombre de gens justement ne pensent pas la même chose et souvent on a tendance à se dire, surtout aujourd'hui où il y a tellement d'outils à disposition, un coup tu dois faire du webinaire, du mailing, après tu dois faire du Facebook, du Instagram, du machin, tu es tellement dispersé qu'au final tu as envie de tout faire donc tu ne fais rien, ou tu fais tout un petit peu et il n'y a pas vraiment de résultats massifs. Donc ça c'est vraiment une grosse pépite que l'on peut en tirer déjà de cette interview. Choisir un vecteur de prédilection sur lequel vraiment on va pouvoir capitaliser sur ce vecteur et ensuite faire marcher les intérêts cumulés de cette présence et de tous les résultats qui en découlent. Également, tu parlais donc de tes vidéos YouTube, de tes analyses YouTube. C'est vrai que sur toutes les chaînes francophones, j'ai beau réfléchir, mais tu fais probablement partie des ou de la seule chaîne YouTube à laquelle j'accorde une certaine importance, dans le sens où à chaque fois, effectivement, il y a une réelle pertinence dans tes analyses. Tout le reste des autres chaînes que je regarde, quand j'en regarde, c'est des chaînes américaines en général. Comment est-ce que justement, d'une part, tu choisis tes sujets, notamment quand il s'agit de sujets d'actualité, et parce que c'est clair que ça prend du temps. Je sais que tu avais fait un podcast justement à ce sujet où tu expliquais un petit peu comment tu construisais ta réflexion et l'analyse. Donc, ça prend du temps. Lorsqu'il s'agit de sujets d'actualité, etc., comment est-ce que tu choisis un sujet et que tu te dis, OK, là, ça vaut le coup de me positionner là-dessus et il y a un potentiel, il y a un potentiel effet viral qui peut s'en dégager ou tout du moins l'audience sera réceptive. Mm. Donc moi, j'ai différents types de vidéos sur ma chaîne qui ne sont pas toutes conçues pour être virales, mais les vidéos que je conçois pour être virales, elles ont essentiellement deux ingrédients qu'il faut que je réussisse à matcher. Le premier ingrédient, c'est vraiment un concept qui soit fort. Donc, c'est souvent une technique marketing ou un concept qui est clé dans un livre ou un biais psychologique, par exemple. Tu as un concept que je veux illustrer et que je veux t'apprendre. Et deuxièmement, c'est un exemple qui est reconnaissable. Et souvent, j'essaie d'analyser des choses que les gens ont déjà entendu parler. Donc, ce que je veux prendre, c'est un exemple reconnaissable dont tu as déjà entendu parler et te dire quelque chose de nouveau dessus, mais qui est aussi un concept fort que tu vas pouvoir retenir. Et ça, c'est relativement difficile parce qu'en fait, tu peux prendre beaucoup d'exemples et tu regardes et tu dis, OK, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais il n'y a pas un grand concept fort qui en ressent. Et donc, du coup, ça ne sera pas forcément le niveau de punch dont j'ai besoin pour faire une vidéo. Donc, je te donne un exemple. J'ai fait une vidéo sur le jeu vidéo Fortnite pour comprendre comment ça fonctionnait. Et je me sers des concepts qui sont articulés dans un bouquin qui s'appelle Hooked, qui est un bouquin qui explique comment les produits technologiques vont créer ces sensations d'addiction pour utiliser ce framework et l'appliquer à Fortnite. Donc, du coup, tu as eu une forme de résumé du bouquin qui t'explique tous les concepts et comment ça fonctionne dans une étude de cas extrêmement spécifique et concrète qui illustre le truc. Et ça, c'est une bonne formule pour moi. Autre exemple, j'ai fait une vidéo sur le groupe de rap PNL cette année et je voulais trouver un concept qui expliquait leur succès parce que tout le monde te dit que les PNL, c'est des génies du marketing, ils ont fait ça, mais personne ne t'explique pourquoi ou quelle est la cohérence derrière ça ou en quoi est-ce que, tu vois, ne pas faire d'interview, ça fait de toi un génie du marketing. Je trouvais qu'il manquait d'une explication, donc j'ai cherché un concept et en fait, ce que j'ai découvert vraiment en creusant dans PNL et en regardant tout ce qu'ils avaient fait, c'était que PNL gérait leur marketing exactement comme une marque de luxe et tu peux utiliser les codes du luxe pour expliquer la stratégie de PNL. Et donc, tu vois, ça, c'est intéressant parce que PNL, tout le monde en a entendu parler, les médias en ont beaucoup parlé, donc il y a beaucoup d'attention sur eux. Le désavantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur eux. Donc, il faut que je raconte quelque chose de nouveau parce que je ne suis jamais le premier sur un sujet. Même quand je fais un sujet, entre guillemets, d'actualité, je suis toujours un petit peu à la bourre. Et c'est dû au fait que
je ne suis pas forcément toujours en train de chercher des sujets. Donc, il faut que, généralement, ce qui fait, c'est que les gens me le demandent. Et ça peut me prendre une semaine de m'apercevoir que les gens me demandent en masse, tu vois, de faire une vidéo sur PNL. Ensuite, de trouver le temps de faire la quantité de recherche qui est nécessaire, l'écrire, le monter. Donc, je ne suis jamais le premier à parler d'un sujet. Mais parfois, j'essaye d'arriver avec un truc un peu plus analysé, un peu plus recherché et surtout avec un grand concept qui est fort. Il y avait une autre vidéo, tu vois, un peu d'actualité qui était la controverse autour du lama fâché et d'une youtubeuse qui s'appelle Aude What the Fake et qui avait annoncé que Antoine BM était probablement le lama fâché. Et là, c'est pareil. En fait, si tu regardes la timeline, j'étais un peu en retard. En gros, j'étais probablement entre 7 et 10 jours derrière le gros du buzz. Mais comme je vais de toute manière essayer de trouver un truc qui est unique à raconter, je ne me repose pas uniquement sur le fait que ce soit du buzz, mais sur le fait que je te donne un angle différent sur ce qui a déjà été dit. Et du coup, je rebondis souvent sur ce qui a déjà été dit sur mon sujet. Et quand une controverse a déjà eu plusieurs étapes, moi, ça me donne aussi plus de matière pour analyser. Donc, je suis rarement ultra rapide. Après, grosso modo, la manière dont c'est qu'il y a beaucoup en fait, de sujets qui sont intéressants que je laisse passer parce que je n'ai pas le temps de les faire et que je sais qu'il y aura toujours, tu vois, le prochain truc. Ou alors, je laisse passer parce que je ne trouve pas de grands concepts et je me dis, bah là, je n'ai pas grand-chose à apporter. Et ça a peu de sens pour moi de passer autant de temps et de mettre autant d'efforts sur mes vidéos. Si c'est juste pour récapituler les faits et faire une chaîne de drama, machin dit ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et voilà ce que ça veut dire. Moi, ce qu'il me faut, c'est, tu vois, il faut qu'en gros, tu sors de la vidéo et tu te dis, waouh, il n'y a que Marketing Mania qui aurait pu trouver ça. Mais ça vient avant tout, si tu veux, de moi, d'être malin dans la sélection de mes sujets et en gros, de passer sur 90% des idées. Parce que de toute manière, comme je fais relativement peu de vidéos, je peux être sélectif et uniquement faire les vidéos où je me dis, là, je pense que ça peut vraiment faire un coup qui est intéressant. Et ça ne marche pas dans 100% des cas, mais mon taux de succès maintenant, il est assez fort. Si tu regardes les vidéos de 2019 qui suivent cette formule, elles ont quasiment toutes une bonne viralité, elles ont quasiment toutes fait au moins 200 000 vues. Ce qui est déjà une bonne viralité parce qu'en fait, tous tes abonnés ne regardent pas tes vidéos. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en dehors de tes abonnés qui les ont vues. Et la meilleure de l'année dernière, elle a fait 1 200 000, je crois. C'était Squeezie versus Steve Shape. Et là, c'était un peu le truc parfait parce que j'avais un concept vraiment super intéressant, vraiment assez unique. Et en plus, deux des plus gros youtubeurs directement dans ma miniature. Tu vois. Donc, c'était un peu la formule parfaite pour moi pour faire un gros buzz. Et c'est un peu le genre de truc où je vois ça. Et si j'ai tous les trucs qui s'alignent, je sais que je peux aller, tu vois, que je peux taper assez fort. Ok, je vois. Et justement, quand tu fais ce type de vidéo, quand tu fais ce type de miniature, quand tu traites ce genre de sujet et que d'autant plus tu vas cibler ce type de, on va appeler ça des célébrités, hein, parce qu'à leur niveau aujourd'hui sur YouTube, ce sont des célébrités. Tu attires donc leur audience qui plus est essentiellement jeune et qui tout du moins n'est pas forcément ta cible par rapport aux produits aujourd'hui que tu vends, orientés business, marketing, copywriting, business en ligne et j'en passe. Comment est-ce que justement tu vas ensuite créer, concevoir ton schéma pour segmenter tous ces leads, qualifier progressivement tous ces leads et ne pas te retrouver avec, par exemple, des listes email de 500 000 emails absolument pas pertinents et faire en sorte de maximiser au mieux la profitabilité de ces listes et de cette audience. Donc, le premier élément, c'est que mes appels à l'action sont uniquement à la fin de la vidéo et sont toujours assez spécifiques. Donc, si tu regardes à la fin de la vidéo, c'est vraiment OK. Vous avez aimé cette vidéo, maintenant inscrivez-vous à ma liste email pour apprendre les techniques que vous pouvez utiliser sur YouTube pour grossir une audience et puis pour pouvoir leur vendre des produits derrière. Donc directement, sur ma liste email, il va se retrouver que des gens qui sont des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et le business en ligne, puisque les autres, ils ont vu la vidéo, ils ont liké. Et puis, il y a plein de gens sur YouTube qui sont vaguement conscients de mes vidéos, qui les voient de temps en temps, mais qui ne sont pas du tout intéressés par le business en ligne et donc qui ne réalisent pas en fait que derrière, j'ai tout un business de formation et qui voient en fait que la partie émergente de mes vidéos YouTube comme étant ce que je fais. Et ils ne se rendent pas compte que tout ça, parce que tout ça, c'est sur la liste email et que pour rentrer sur la liste email, il faut cliquer sur un truc avec un appel à action bien spécifique qui s'adresse uniquement aux gens qui vont être intéressés par ce type de sujet. Donc, le deuxième truc que je fais, c'est que sur ma chaîne, je vais avoir ces vidéos qui sont virales, mais c'est qu'un des types de vidéos que je fais. En gros, il y a 3 grands types de vidéos que je fais sur ma chaîne. Le premier, c'est ces vidéos virales qui sont là pour toucher le maximum de monde et les amener sur ma chaîne. Mais ensuite, une fois que les gens ont regardé une vidéo, je sais qu'ils vont en regarder plusieurs. Donc ensuite, je vais les amener vers 2 autres types de vidéos. Le premier autre type de vidéo, c'est des vidéos plus personnelles où je raconte ma vision de l'entrepreneuriat, ma vision de la productivité, comment je m'organise, comment je fonctionne. Donc là, cette année, j'ai fait par exemple une vidéo sur mon bilan de l'année 2019.
Tu vois, c'est pas un truc qui va être viral, mais je sais que pour les gens qui me suivent et qui apprécient l'entrepreneuriat, ils vont kiffer ça. Mais les gens qui ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat, ça ne les intéresse pas de regarder le bilan de l'année 2019. Donc, les gens vont un peu s'auto-sélectionner sur ce type de vidéos qui vont faire moins de vues, mais qui vont aussi parler aux gens qui sont plus qualifiés, qui sont vraiment le cœur de mon audience. Et le troisième plutôt type de vidéo que je fais pour le cœur de mon audience, c'est vraiment, je vais aller chercher pour le coup des sujets qui sont vraiment pointus, qui n'ont pas forcément cette accroche, qui ont donc ces concepts qui sont forts, mais qui ont forcément cette accroche grand public. Cette année, j'ai par exemple fait une vidéo de 42 minutes qui s'appelle Comment faire la vidéo YouTube parfaite, où j'analyse des YouTubeurs qui ne sont pas très connus, enfin qui sont des YouTubeurs américains qui ne sont pas du tout connus en France, etc. Donc, ils n'ont pas de star power pour faire de la viralité particulièrement. Mais pour les gens qui s'intéressent à YouTube et qui veulent vraiment apprendre, là, tu as une vidéo de 42 minutes en ultra profondeur sur le storytelling, comment ça fonctionne avec des vidéos qui sont analysées dans le moindre détail. Et ça, c'est encore une fois un contenu que je vais apporter en me disant, les gens ne le trouveront pas ailleurs. Et donc, les gens qui sont vaguement intéressés par ma chaîne parce qu'ils ont été catchés par la vidéo sur Squeezie ou par la vidéo sur PNL et qui se sont dit, tiens, c'est vachement intéressant ce que le gars est en train de me raconter, je vais aller voir ce qu'il fait d'autre. Évidemment, il y a une partie de ces gens qui ne sont pas intéressés de toute manière par l'entrepreneuriat et par le business en ligne. Donc, ces gens-là, je ne vais jamais les convertir. Mon job, ce n'est pas de convaincre des gens qui n'ont pas envie de faire ça et qui ne sont pas intéressés de devenir intéressés. Mon job, c'est que pour tous les gens qui sont intéressés dans la population, à un moment ou à un autre, ils soient tombés sur une de mes vidéos et qu'ils aient cliqué par l'algorithme sur des vidéos qui sont de plus en plus pointues. Et bien sûr, une fois qu'ils ont commencé à voir ces vidéos un peu pointues, qu'ils s'arrivent sur ma liste email et puis c'est là que je vais leur vendre des trucs. Donc, en gros, tu vois, si tu as un entonnoir de vente, tu as deux étapes qui sont déjà rien que sur YouTube. Donc, tu as les vidéos virales qui sont le haut de l'entonnoir. Juste en dessous, tu as à la fois les vidéos plus perso et à la fois les vidéos plus pointues. Et en dessous de ça, tu as la liste email et les emails de vente. Et bien sûr, en dessous de ça, tu as les formations et en dessous de ça, tu as le coaching. Tu vois, mais il y a déjà une progression qui se fait sur YouTube parce que les gens qui découvrent une vidéo vont en voir d'autres. Et ça, tu le vois dans tes analytics, que quand une de tes vidéos devient virale, beaucoup de tes autres vidéos vont popper aussi et vont monter parce que les gens qui ont découvert cette vidéo et qui sont rentrés par là vont cliquer sur les autres et vont rentrer. Pas tous, mais de toute manière, les gens qui sont uniquement intéressés pour voir le clash Squeezie versus Thibaut InShape, je ne vais jamais les convaincre. Mais beaucoup de gens qui ont vu ça comme étant une curiosité, ça a été leur point d'entrée sur ma chaîne. Ils ont découvert mes autres vidéos et sont devenus des fans. Tu parles de convaincre, etc. C'est super pertinent. On aborde un sujet notamment au niveau de conscience, niveau d'éveil, avec le marketing, etc. Quelle est pour toi la grande différence fondamentale entre le marketing et la vente? La différence entre le marketing et la vente, c'est principalement que le marketing, si tu veux, il y a une définition qui peut être marrante ici, c'est que le marketing, c'est rendre la vente inutile. Donc, en fait, le marketing, c'est tout ce qui se passe avant. Et notamment, une des grandes fonctions du marketing qui est importante de comprendre, c'est que le marketing, c'est aussi la manière de capter, de garder l'attention des gens. Et la manière aussi dont tu vas positionner un produit, la manière dont tu vas développer un marché et te positionner de manière à ce que le produit apparaisse comme une solution évidente aux problèmes des gens. Et ça se repose à la fois sur comprendre le besoin des gens et comprendre comment est-ce que tu peux répondre à ce besoin à travers ton produit. Donc, moi, je considère que la création de produits, c'est aussi une fonction marketing parce que c'est la manière dont tu vas répondre aux besoins du marché et la manière dont tu vas arriver jusqu'au bout. Et après, la vente pure et dure, c'est le moment où tu vas faire cette conversion. Mais je pense que le marketing, du coup, c'est quelque chose qui a un objectif plus large et qui, en fait, commence bien avant le fait de vendre quelque chose à quelqu'un. Parce que bien avant que quelqu'un sache même que j'ai quelque chose à vendre, je suis déjà en train de me positionner d'une certaine manière dans son esprit. Je suis déjà en train de lui donner certains concepts. Je suis déjà en train de lui donner une certaine manière de voir le monde. Tu vois, et tous ces ingrédients que je présente dans mes vidéos YouTube, tu peux les considérer comme étant la première graine qui va germer en X étapes et qui va arriver sur une vente au bout. Parce que les gens ne peuvent pas acheter mon produit s'ils n'ont pas conscience que ce produit est important. Par exemple, ma grande idée dont j'ai parlé au départ, sur cette idée que la psychologie humaine, c'est un élément fondamental, etc., c'est grâce à tous mes contenus que je donne aux gens cette idée centrale et qu'ils en viennent à l'accepter et que donc, mon produit en vient à sembler être une réponse logique en fait à ce besoin. Mais si je n'avais pas construit en amont cette vision du monde et que tu prends une personne random et que tu la balances directement sur ma page de vente sans lui avoir donné les étapes intermédiaires, ma page de vente, elle ne va pas marcher aussi bien parce que je n'ai pas construit les ingrédients dans son esprit, les blocs, si tu veux, les modèles mentaux ou les blocs de croyances qui vont être nécessaires pour que ma page de vente, elle fasse sens.
Hmm. Ouais, tout à fait. J'ai souvent tendance à dire qu'une conversion, c'est quand même 75% de marketing avant et 25% de vente de commercial après. Et tout ça est l'élément qui construit la relation prospect-client. Et c'était important de mettre le doigt là-dessus dans cette vidéo, effectivement, parce que Marketing Mania, c'est certes le marketing, la folie du marketing et toute l'analyse qu'il y a derrière et l'illustration notamment de la psychologie humaine qui est fascinante. Mais il y a aussi tout un business aujourd'hui qui est derrière. Et c'est vraiment aussi intéressant de voir que, comme tu le disais, pour bon nombre des personnes qui tombent sur tes vidéos, ils n'ont même pas l'impression qu'il y a un gros business qui tourne aujourd'hui derrière. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, maintenant, tu avais une équipe, il y a des gens qui travaillent avec toi, etc. En termes de chiffres sur l'évolution de ton business ces dernières années, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quel genre de chiffre t'intéresse? Alors, déjà, éventuellement en termes de chiffre d'affaires, bien que ce ne soit pas vraiment représentatif d'une structure, parce que voilà, c'est le bénéfice qui compte, etc. Après, je pense qu'étant donné que tu es sur du en ligne, tu as, peut-être des collaborateurs internes, mais également des prestataires. Tu n'as pas non plus des frais immenses vu que tu es sur du digital. Euh, Peut-être d'abord l'évolution en termes de chiffre d'affaires, ouais. Le chiffre d'affaires, je ne le partage pas. OK. Euh, Simplement parce que, en gros, les chiffres, ils sont importants, mais moi, je vends des formations en ligne et je ne suis pas en train de te dire que tu achètes mes formations, tu feras mes chiffres. Et c'est pour ça que j'aime pas le donner. Et ça fait quelques années que je ne le donne plus parce que, à un certain point, si tu veux, simplement le fait de le partager, les gens, enfin, tu leur vends du rêve, quoi. Et moi, ça m'a Hmm. pris 7 ans d'en arriver là, donc je ne le partage pas trop. En gros, ce que je peux dire, si tu veux, en termes de l'évolution des chiffres, c'est que quand j'ai commencé ma chaîne, je vivais déjà en fait de mon business quand j'ai commencé parce que j'avais déjà d'autres projets avant, j'étais consultant, etc. Et grosso modo, si tu traques aujourd'hui, euh, en gros, quand mon audience double, mon chiffre d'affaires double. Donc, j'ai plutôt bien maintenu, même si je pense que la qualité de tes prospects diminue au fil du temps. J'ai aussi amélioré ma monétisation. Donc, en gros, maintenant, on est 5 à plein temps sur Marketing Mania. Et, euh, et voilà, donc, enfin, pour les gens qui veulent que ça fait marrer, voilà, ça fait vivre 5 personnes. Voilà, c'est plus ou moins ce que je peux dire. Après, voilà, tu peux regarder aussi le tracking sur la chaîne YouTube et voir ce que ça donne et essayer un peu. Et après, les gens essayent de recalculer, etc. Moi, tu vois, à chaque fois que je donne un petit peu d'infos là-dessus, les gens essayent de me recalculer et de me redériver mon chiffre d'affaires. Ouais. Mais j'aime pas, moi, en parler nécessairement parce que bah, ça met mal à l'aise, tu vois. Quand les gens ils OK. sont en mode. Le jour, j'avais un gars qui m'envoie un email et qui me fait ah ouais, je prends ta formation, je veux devenir millionnaire et tout. Et c'est très bien si tu veux devenir un millionnaire, tu vois, mais je ne suis pas en train de faire cette promesse-là. Ce que je Hmm. veux dire, c'est genre, si tu deviendras peut-être millionnaire, si tu ne deviendras peut-être pas millionnaire, et si tu le fais, ça va probablement te prendre quelques années. Et moi, ça me rend mal à l'aise de faire, vas-y, je vais te balancer mon chiffre d'affaires pour te closer cette vente, en gros, et pour te dire, vas-y, moi, je peux vraiment t'apprendre à devenir millionnaire, tu vois. Hmm. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle ça me met mal à l'aise. Et pendant un moment, je le faisais, mais après, les chiffres ont commencé à passer à un endroit où je me disais, je ne peux plus faire cette promesse, en fait, à toute personne que tu veux en arriver là. Et donc, du coup, j'ai arrêté de le faire. Ah, exactement. Je te rejoins à 200%. Donc, je partage cet avis car moi non plus, je ne partage pas mon chiffre d'affaires, quelle que soit la structure. Récemment, j'ai communiqué sur un chiffre d'affaires global généré en 2019 pour nous et nos clients. Comme ça, c'est assez large, c'est assez vaste Mm. parce que les gens veulent Ouais. connaître un chiffre au final. Mais je te rejoins parce qu'effectivement, je préfère 100 fois mettre en avant le chiffre d'affaires réalisé par les gens qu'on aide, les gens qu'on accompagne, qui est beaucoup plus représentatif de la réalité que les gens peuvent tenter d'aller chercher, plutôt que donner un chiffre d'affaires de gens comme nous qui sont déjà implémentés, qui ont déjà une structure qui tourne. Et donc, c'est plus un petit business qui démarre, mais vraiment une entreprise, une société d'exploitation qui tourne et qui a un rythme de croisière. Très intéressant. Et justement, maintenant, donc, tu as une équipe autour de toi, les choses ont évolué. Euh, Qu'est-ce qui concrètement a changé dans ta vie entre le Stan qui démarre sa chaîne YouTube, qui démarre son business en ligne, à le Stan d'aujourd'hui? Est-ce que tu travailles plus? Est-ce que tu travailles moins? Est-ce que tu peux te concentrer uniquement essentiellement sur ta zone de génie? Est-ce que tu t'es confronté à de nouvelles problématiques? Comment est-ce que tout ça a amélioré ou créé du changement dans ta vie? Mm. Ouais. Donc, au départ, quand j'étais tout seul au départ et que j'ai commencé la chaîne, j'avais des freelances, c'est vrai, qui travaillaient avec moi, mais je n'avais pas de team à plein temps.
et j'avais plutôt un bon équilibre. Et en fait, c'est la croissance de la chaîne YouTube notamment qui a drivé la nécessité d'avoir cette équipe au départ. C'est-à-dire qu'en gros, c'était le lancement de janvier 2017. Non, c'était en janvier 2018, pardon. J'ai fait un lancement où en gros, je répondais à l'époque moi-même aux emails parce que j'aime bien répondre aux gens et répondre à leurs questions. Et généralement, c'était gérable. Et d'un coup, je suis arrivé sur un lancement où je passais ma semaine entière juste à faire des emails. Et je me suis dit, bah, c'est pas tenable parce que dès que le truc va grossir un peu plus, je ne pourrai plus du tout m'en occuper. Et de toute manière, c'est pas possible tu vois, que je passe une semaine à le faire. Donc, en un sens, j'ai été un peu forcé de le faire. Donc, en gros, la question, c'était de se dire, est-ce que ça a du sens ici de déléguer ça à différents freelances? Est-ce que ça a du sens de prendre des personnes à plein temps? Et moi, ma préférence a toujours été d'avoir des personnes à plein temps parce que mon business, il est tellement important pour moi que en fait, ça me frustre un peu d'avoir des gens qui sont à moitié là-dessus, à moitié sur autre chose. Et j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi, ils soient vraiment concentrés dessus, ce soit leur truc principal. Il y a aussi cet aspect que une des raisons pour laquelle je répondais personnellement à tous ces emails, c'est parce que dans les emails, je répondais beaucoup aux questions des gens, à leurs blocages, à leurs anxiétés. Et donc, je faisais tout un travail de vente et d'apport de valeur dans les emails. Je répondais pas. Il y a des questions qui sont simples et que n'importe qui peut répondre. Genre, est-ce que j'aurai accès à cette formation à vie ou est-ce que c'est à durée limitée? Ça, n'importe qui peut répondre. Mais si la personne te dit, voilà, ma situation et je vais t'écrire 4 paragraphes pour t'expliquer un peu ma vie, est-ce que tu penses que la formation va m'aider? Et si oui, comment? Bah là, il faut faire un peu de travail pour comprendre comment est-ce que tu peux aider la personne. Et je trouvais que ça avait de la valeur de le faire en amont, même des gens qui nous avaient payés. Mais pour le faire, bah, il fallait aussi que j'ai une personne que j'ai formée pendant longtemps, qui va rester longtemps avec moi, qui va prendre en expérience pour pouvoir le faire. Et en fait, c'est ça qui m'a mis le pied en fait, dans la porte de me dire je vais prendre des gens à plein temps. Et une fois que j'ai commencé à prendre des gens à plein temps, je me dis ah ouais, ok, c'est quand même un grand soulagement de plus avoir à m'inquiéter de ça. Parce qu'avant, quand tu gères toi-même ta boîte mail, même si tu ne reçois pas tant d'emails que ça, en fait, à chaque fois que tu n'es pas dedans pendant X jours, tu te dis, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va avoir perdu son mot de passe et qui va attendre 3 jours d'avoir une réponse. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, ok, tu te dis, ça, c'est vachement cool d'avoir quelqu'un à plein temps. Et après, j'ai commencé à me dire, bah, tiens, pour faire mes vidéos YouTube, ça prend quand même vachement de temps. J'ai un monteur qui est externe, mais parfois, ça lui prend une semaine de faire le montage parce que c'est assez complexe et il n'a pas que ça, il a d'autres projets. Si j'avais un monteur qui était à plein temps, une personne qui était à plein temps pour travailler avec moi sur le contenu. Et petit à petit, j'ai monté comme ça l'équipe. Donc, ça ne me fait pas forcément travailler moins parce que bah, y a aussi toute la gestion de l'équipe. Et il y a aussi, simplement, j'ai remplacé ça en fait avec d'autres tâches. Cette année, j'ai beaucoup recruté, mais j'ai aussi passé énormément de temps à écrire le livre, un truc qui ne se délègue pas. D'un autre côté, si je n'avais pas pu déléguer, je ne pense pas que le livre il aurait été fait parce que sinon, j'aurais quand même dû être tous les jours dans mes emails, dans les trucs. Et j'ai aussi étendu un peu, tu vois, on fait plus de choses maintenant, notamment pour les clients. On a beaucoup plus d'accompagnement. Donc, il y a plein d'éléments qu'on a étendus grâce à l'équipe. Donc, moi, je ne travaille pas forcément moins. En revanche, c'est vrai que mon nombre si tu veux, de tâches et mon nombre de responsabilités s'est rétréci. Donc, je peux passer plus de temps et me concentrer plus sur ces éléments-là qui sont de la création de contenu. Voilà. Après, je pense que mon business actuel a une faiblesse à ce niveau-là, entre guillemets, qui est une force et une faiblesse. C'est-à-dire que la force, c'est que bah, en gros, je suis créatif, tu vois. Je suis auteur professionnel, je fais mes vidéos, je suis youtubeur. C'est un peu le rêve de tout le monde de vivre de sa création et de ce qu'il passionne. C'est super cool. Tu vois, donc, c'est un super job et je suis toujours content de faire ce que je fais. Le désavantage de mon business, c'est qu'il y a plein de tâches en fait, que je ne peux pas déléguer. Donc, j'atteins aussi un plafond à un certain niveau où, en gros, j'ai délégué toutes les tâches qui peuvent être déléguées. Et à moins d'avoir envie de déléguer les tâches créatives qui sont, en gros, la valeur ajoutée dans mon business, on est un peu à maximiser là-dessus. Donc, on est en train voilà, de trouver différentes manières de passer ce palier, disons, mais aujourd'hui, c'est plus ou moins là où j'en suis. Ce qui fait que je travaille la même quantité. Par contre, mon business accomplit plus parce que j'ai un meilleur effet de levier. Tu vois, au lieu de créer une landing page, de créer toutes les connexions, etc., moi, je dis juste à la personne, bah, tiens, je vais t'écrire dans le Google Doc le texte qu'il faut mettre. Et puis, toi, tu pourras faire toutes les connexions, tous les outils, etc. Et ça, du coup, effectivement, ça m'a permis de déployer un projet en 2 heures qui m'aurait avant pris 5. Donc, c'est un gain qui est assez énorme. Maintenant, ce que je fais, du coup, c'est faire plus de projets et avoir plus de choses qui se passent. Avant, mon business était extrêmement minimaliste. Et de plus en plus, tu vois, il y a différents rouages qui tournent en parallèle et c'est assez cool, tu vois. C'est pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Par exemple, à un moment donné,
je vais avoir une personne qui est en train de prospecter pour faire des interviews pour promouvoir le livre, une personne qui est en train de monter une vidéo pour promouvoir le livre. Moi, je vais faire différentes choses. J'ai une autre personne qui va organiser une conférence à Paris. Et ça me permet d'avoir un parallélisme où avant, il fallait faire une chose les unes après les autres. Et donc, du coup, j'étais beaucoup plus sélectif dans les projets qui étaient faisables. Tout à fait. Les gens avec qui tu travailles, ils sont en Asie, ils sont en France, ils sont remote, ils sont nomades digital. Comment tu as construit ton équipe? On a commencé tous à Bangkok pendant 6 mois. Mon deal que j'avais avec eux, c'était on vient tous à Bangkok pendant 6 mois parce que je pense qu'on a besoin d'une période pour se synchro et pour prendre le rythme. Et après, au bout de 6 mois, vous pouvez aller où vous voulez. Donc, les gens sont répartis dans différents endroits. Actuellement, je pense qu'on a des gens qui sont en voyage à différents endroits. Il y a des gens qui étaient en France pour les fêtes. Il y avait des gens qui étaient restés en Asie, mais dans différents endroits parce qu'ils en avaient marre de Bangkok. Donc, en gros, moi, ça m'intéresse de faire le truc en remote simplement pour 2 raisons. La première, c'est un truc perso. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas forcément d'être dans un bureau avec 40 personnes autour de moi. Si j'ai besoin d'écrire, ça ne m'apporte pas grand-chose. Et je pense que je suis bien dans un espace qui est pour moi et qui est bloqué. Donc, le fait de travailler à distance et d'avoir des appels qui sont prévus et d'avoir un Slack qui tourne, ça me convient extrêmement bien. Deuxième aspect, c'est que moi, j'ai envie de vivre à Bangkok, mais je ne sais pas si les talents que j'ai recrutés, ils ont envie de vivre à Bangkok. Et s'ils auront envie de vivre à Bangkok, parce qu'ils en ont marre dans 2 ans. Et je n'ai pas envie de perdre des talents que j'ai formés et qui continuent à apprécier le travail qu'ils font avec moi pour une raison aussi bête que la géographie. Et bien sûr, moi, comme tu vois, j'apprécie cette liberté géographique, je veux aussi la donner aux gens qui travaillent pour moi et leur permettre de le faire. Je vois. Est-ce que tu as recruté ces talents ou est-ce que tu as formé ces talents? En gros, je pense qu'il y a des trucs que tu peux pas enseigner. Donc, ce que j'essaie de recruter, c'est des gens qui ont la bonne mentalité et en gros la bonne machine intellectuelle. Et après, je les forme sur tous les détails marketing. Je peux te former puisque c'est mon métier. Je suis formateur marketing. Si tu as besoin d'apprendre la création de contenu, le copywriting, l'emailing, tous ces outils-là, je peux te former. Tu vois. Ce que je ne peux pas former, c'est une personne qui est capable de s'automotiver, une personne qui est capable d'apprendre par elle-même quand elle est bloquée, une personne qui est capable de proposer des idées sur un projet, une personne qui est capable de prendre ses décisions et d'avoir cette autonomie. Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus dans leur quotidien proche de ce que ferait un entrepreneur que ce que ferait un employé standard. Tu vois, ils n'ont pas des procédures à suivre, à cliquer. Dans beaucoup de cas, les tâches sur lesquelles je me repose sur mon équipe, c'est dire, voilà, en gros, là, j'ai un truc sur mon livre, il faut que j'envoie des bonus aux gens. Voilà, trouve comment on va le faire. Trouve comment on va valider que les gens ont bien précommandé. Trouve comment on va envoyer les bonus. Trouve la manière dont les trucs vont fonctionner dans ActiveCampaign, dans Zapier pour automatiser ça. Et c'est à toi de prendre les décisions. Et donc, une personne qui est là et qui fait « Ah, je ne sais pas, dis-moi comment faire ». Si moi, je dois te dire comment faire, j'ai fait ton travail à ta place quasiment. Tu vois, j'ai quasiment fait la grosse partie du travail. Une grande partie de ce pourquoi je me repose sur eux, c'est moi de ne pas avoir à comprendre comment ça doit fonctionner, tu vois, de pouvoir avoir un niveau d'abstraction. Je me dis, OK, stratégiquement, je pense qu'on devrait faire ça, on devrait envoyer des bonus de telle manière. Après, c'est à toi de comprendre les détails. Ce qui fait que, tu vois, trouver une personne qui est capable de prendre un challenge et de trouver des solutions à droite à gauche, c'est ça que je recherche. Même si la personne n'a pas d'expérience avec mon outil d'emailing, ça, je pourrais le former. Mais si la personne n'a pas d'expérience avec le copywriting, ça, je pourrais le former. Et donc, du coup, je cherche des gens qui ont démontré qu'ils pouvaient accomplir des choses. Souvent parce qu'eux-mêmes, ils ont eu des sites ou ils ont eu des business ou ils ont fait des choses et ils me démontrent qu'ils ont ces capacités d'action et d'accomplir et de résoudre les problèmes qui leur font face, les obstacles qui vont être en face d'eux. Et en plus, généralement, dans le processus de recrutement, je vais leur donner un projet test qui est souvent assez compliqué et qui va me montrer, OK, qui est capable de réfléchir, qui est capable de faire sens de cette situation ambiguë. Donc, par exemple, pour donner un exemple du type de projet test que je vais leur proposer, dans mon recrutement, pour la personne qui est devenue mon assistant sur la partie créative et le montage de vidéos YouTube, ce que je lui ai fait, c'est voilà, je vais faire une vidéo sur le YouTuber suédois anglophone, PewDiePie. C'est un gars qui publie une vidéo par jour depuis genre 10 ans. Voilà les idées que je trouve intéressantes, voilà les angles que je considère sur lui. Fais-moi un document de recherche et voilà à quoi le document devrait ressembler pour me récapituler un petit peu son parcours, ce qu'il a fait et les angles que toi tu proposes là-dessus. C'est assez ambigu. Tu vois, il n'y a pas d'étape. La personne doit réfléchir, OK, comment est-ce que je vais faire pour prendre dans l'ensemble de ces vidéos qui sont impossibles de tout voir, comment est-ce que je vais faire pour sélectionner ce qui est important
Est-ce que je dois plutôt aller regarder des interviews que PewDiePie a fait ou des trucs qu'il a fait sur sa chaîne? Comment est-ce que je trouve les vidéos importantes? Comment est-ce que je présente la chronologie? Comment est-ce que je fais ressortir à Stan les extraits vidéos qui peuvent être intéressants dans sa vidéo? Et tu vois, il n'y a pas de bonne réponse. Et donc, du coup, je vais voir la différence entre une personne qui est totalement paumée dans cette tâche trop compliquée et une personne qui va se dire, OK, j'ai que X temps pour le faire, je vais aller faire au mieux et je vais lui présenter, je vais lui mâcher le travail d'une manière qui sera pertinente pour sa vidéo. Et ça, c'est un projet test que je fais faire aux gens et je les paye, tu vois, pour un petit projet qui va leur prendre 2 jours. Et ça me permet, moi, de savoir, OK, cette personne est vraiment à cette capacité d'improvisation et d'apprentissage et tout le reste, je peux lui apprendre. Ouais, effectivement. Et tu les as recrutés dans ton audience ou pas du tout à l'extérieur? Ouais. Dans mon audience, généralement sur ma liste email, c'est là où je recrute. D'accord. Et il y a pas mal de gens qui ont fini par être des gens qui avaient été clients de Marketing Mania. Mais grosso modo, dans ma liste email, en gros, la réflexion ici, c'est que recruter des talents, des gens qui sont motivés, c'est pas si facile que ça. Évidemment, si tu es dans le marketing, tu as l'avantage que pas mal de gens qui sont intéressés par le marketing te suivent. Mais plus globalement, ça va être des gens qui connaissent ton business, qui ont un contexte sur ce que tu fais, qui apprécient ce que tu fais et qui comprennent un petit peu l'intérêt de ce que tu racontes. Et c'est pour ça Ouais. qu'ils sont sur ta liste email. Généralement, c'est là où j'ai commencé à les chercher. Après, je pense qu'il y a une limitation à ça. C'est-à-dire que, comme je te le dis, les personnes que moi j'ai recrutées, c'est des personnes qui étaient souvent assez jeunes, qui étaient intelligents, qui avaient des bonnes compétences d'apprentissage et que je pouvais former. Maintenant, si demain, tu vois, j'ai besoin de recruter une personne qui a de l'expérience dans les ressources humaines, dans le supply chain, tu vois, des compétences vraiment spécifiques et surtout des compétences sur lesquelles moi, je ne suis pas capable de former. Donc, si je ne recrute pas des gens qui sont des marketeurs, mais des gens qui sont, je ne sais pas, dans des fonctions de finance ou de logistique, par exemple, là, je pense que mon audience aurait une limite et il faudrait aller au-delà pour aller trouver les talents. Après, pour les tâches dont je te parle là et pour les tâches qui sont au cœur aujourd'hui de mon business, mon audience, c'est top et j'ai des très bons résultats là-dessus. Et d'ailleurs, je connais des gens qui ne sont pas du tout dans le marketing qui ont aussi des très bons résultats là-dessus parce qu'ils trouvent des gens qui vont être dans leur audience, qui vont comprendre ce qu'ils racontent. Tu vois, même dans le domaine, je sais pas, du fitness, je connais des gens qui recrutent dans leur audience aussi et ça fonctionne bien. Donc ça, globalement, pour tous ceux qui ont une audience, c'est toujours le meilleur endroit pour commencer. Et après, en gros, le process, c'est avoir une offre assez attractive pour les gens en leur disant voilà ce que vous allez apprendre et ça va être super. Ensuite, avoir un formulaire où tu filtres un peu les touristes et les gens qui vont être intéressants. Pour les gens qui sont intéressants, tu leur donnes un projet test. Pour les gens qui sont les meilleurs au projet test, tu les as au téléphone. Et c'est grosso modo, tu vois, en 30 secondes, je t'explique le processus de recrutement que j'ai qui te permet de prendre potentiellement au départ des centaines de candidats. Moi, j'avais la dernière fois des centaines et des centaines de candidats parce que tu ne peux pas tous les avoir au téléphone et d'arriver à la fin voilà, au top 3 ou 5 que tu vas avoir au téléphone. Et moi, je ne fais aucune sélection sur le CV, les études, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Et donc, du coup, je fais la sélection sur ce formulaire initial et ensuite sur le projet test. Ok, ouais. On a sensiblement la même façon de recruter lorsqu'il s'agit de recruter dans l'audience, avec formulaire, etc., etc. Autre question qui, je pense, va beaucoup intéresser celles et ceux qui nous regardent, notamment ceux qui démarrent ou ceux qui tendent à démarrer. Dans l'hypothèse où demain, et je te le souhaite pas, mais demain, tu te réveilles, ta chaîne YouTube a été supprimée. Il n'y a plus Marketing Mania, il n'y a plus de chaîne YouTube. Le blog, malheureusement, il n'est plus en ligne, les serveurs ont pété. Et le podcast, malheureusement, ça ne marche plus personne n'écoute le podcast. En gros, tu redémarres à zéro. Tu as les mêmes compétences, tu as les mêmes connaissances, tu as la même expérience. Comment est-ce que tu t'y prendrais spécifiquement pour pouvoir redémarrer ton activité sur le web, redémarrer ton business? On va aussi ajouter l'élément que tout le monde a oublié que j'existais et que donc je n'ai pas, tu vois, de notoriété spécifique sur laquelle je peux faire levier parce que sinon, je relancerai la chaîne YouTube, tu vois, j'essaierai de repartir sur la chaîne YouTube. Mais si on enlève la notoriété, je ferai les choses différemment puisque surtout si aussi tout l'argent que j'ai, mes économies ont disparu, il faut que j'ai du revenu plus rapide et si tout le monde m'a oublié, je ne vais pas juste me reposer sur une chaîne YouTube et attendre que ça décolle. Dans ce cas-là, ce que j'essaierai de faire, c'est de trouver un certain service aux entreprises que je peux apporter, notamment si j'ai toutes mes compétences de marketing, probablement quelque chose dans l'emailing. J'essaierai de trouver des entreprises qui sont pas du tout dans le milieu du business en ligne, pas du tout dans l'infoprenariat, des entreprises qui sont plus des PME un peu plus standards, mais qui ont une présence sur le web et qui vont avoir des listes email. Et je vais essayer de leur pitcher de l'email marketing, de l'automation, etc. Parce qu'en fait, tu découvres que c'est un élément intéressant qui est les gens qui sont dans l'infoprenariat et qui font voilà, ces chiffres d'affaires, ils vont avoir des connaissances et un niveau de pointure
dans le marketing qui a des années-lumière de ce qu'il fait sur une PME qui peut pourtant faire 10 fois leur chiffre d'affaires. Moi, c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais consultant en pub Facebook, où j'allais parler à des PME qui faisaient entre, disons, 10 et 20 millions de chiffre d'affaires annuels et qui n'avaient quasiment aucune présence sur la pub Facebook, parce que ça ne les intéressait pas et tout. Ils n'avaient aucune compétence, ils en avaient vaguement entendu parler, alors que déjà dans le domaine de l'infopreneuriat, tout le monde en parlait. Tu vois. Donc, aller chercher un petit peu ce gap de compétences. Et bien sûr, comme ils ont déjà un chiffre d'affaires et potentiellement ils ont déjà une présence et un emailing, tu peux faire une vraie différence. En fait, tu peux avoir un vrai impact pour eux. Et commencer à aller chercher ces clients. Il t'en faut quelques-uns pour reconstituer ton revenu. Et l'avantage de faire de l'emailing, c'est que tu peux potentiellement avoir un ROI sur ton service qui est bien quantifiable. C'était aussi l'avantage de la pub Facebook, donc avoir un truc qui est bien quantifiable et pouvoir commencer, tu vois, à faire un revenu. Et donc, j'essaierai de comprendre combien de clients est-ce que j'ai besoin pour faire un revenu. Peut-être que c'est 2, peut-être que c'est 5. Aller les chercher en les prospectant. Et là, moi, je vais prospecter à l'ancienne, à l'emailing, tu vois. Bonjour, je fais ci, je fais ça. Est-ce que je peux faire un appel avec vous? J'essaie de convaincre la personne. Si la personne n'est pas intéressée, je lui vends un projet test pas cher. Si la personne n'est pas intéressée, je lui vends des projets gratuits pour ensuite pouvoir dire à machin que je travaille avec l'autre. Et tu vois, pour gratter un petit peu mon truc sur des petits projets tests et commencer à avoir un petit revenu. Donc, reconstruire ma base et reconstruire la sécurité qui va me permettre de payer mes factures. Et ensuite, derrière, aller rechercher du contenu. C'est ce que j'ai fait en gros sur Marketing Mania, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais consultant en pub Facebook et j'avais aussi quelques clients d'ailleurs sur l'email marketing, etc. Mais c'était surtout de la pub Facebook et j'avais mes revenus de base, mais ça ne me prenait pas non plus toutes mes journées pour le faire. Et donc, au lieu d'aller chercher plus de clients et de remplir, disons, mes 2 dernières journées par semaine où j'avais peut-être un peu du temps, j'ai utilisé ce temps que j'avais en rab pour construire mon contenu qui petit à petit m'a permis de générer des clients plus facilement, qui petit à petit m'a permis de créer des formations. Tu vois, donc je peux le reconstruire à partir de ça, mais il me faut que je puisse générer de la crédibilité et du revenu assez rapidement. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas de remplacement pour simplement y aller un peu au direct. Donc, envoyer des emails, essayer d'avoir les gens au téléphone, de discuter, de pitcher ton truc, d'essayer de trouver une personne qui est intéressée et qui veut bien te filer un petit projet et exploiter cette idée que il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont des entreprises, des PME qui sont bien établies et qui n'ont pas ce niveau de pointure que nous, on a en termes d'emailing, en termes de copywriting. Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui me contactent, qui sont des assez grosses boîtes, beaucoup plus grosses même que la mienne, et qui me contactent et qui sont en mode, le copywriting, on n'y connaît rien. On n'a pas une personne dans notre boîte qui s'y connaît en copywriting. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous pouvez nous former? Et pourtant, c'est des entreprises qui sont déjà bien établies. Et c'est des entreprises qui sont sur des gros chiffres d'affaires en comparaison avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le web, mais qui sont moins expérimentés sur le web que la plupart des entrepreneurs qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, donc, il y a un gros gap de connaissances qui, je pense, peut être exploité. Et je vois beaucoup de gens qui se lancent dans ce genre de service ou dans ce genre de formation et qui ciblent déjà les gens qui sont web entrepreneurs. Et pour moi, c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus de concurrence, parce que c'est ce qui est le plus évident, c'est ce qui est le plus visible, mais les budgets ne sont pas forcément aussi élevés et surtout, il y a beaucoup de compétences. Donc, il faut être vachement bon pour apprendre quelque chose en copywriting, un web entrepreneur, alors que sur beaucoup de boîtes, tu peux avoir un niveau 7 sur 10 en copywriting et être le sauveur tu vois, de leur campagne de marketing. Ouais, tout à fait. Je te rejoins. C'est un plan qui, je pense, s'orienterait plus ou moins vers le même plan que j'aborderais si je devais démarrer de zéro dans les mêmes conditions. Et, et justement, ça fait depuis 2015 que tu as cette chaîne YouTube. Ça fait depuis 2012 2012, c'est ça, sur le copywriting. Ouais. Donc, depuis 2012 sur le copywriting. Mais donc, depuis 2015, tu développes une audience, etc. Tu vois de plus en plus de gens. Tu as fait différents lancements, il y a de ça maintenant quelques années également. Tu as accompagné de plus en plus de personnes qui veulent se lancer dans le web entrepreneuriat. Euh, et il y en a certains qui réussissent, il y en a certains qui réussissent un peu moins, il y en a d'autres qui abandonnent. Quel est le dénominateur commun que tu as pu identifier des gens qui désirent se lancer et qui réellement persévèrent au point justement de réussir? Après, on ne va pas jauger le degré de réussite, peu importe s'il fait 2 000 euros ou 200 000 euros, mais est-ce qu'il y a un dénominateur commun selon toi qui fait que tu te lances, boum, tu arrives à atteindre un résultat, que ce soit en 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, mais tu arrives à avoir un résultat? Je pense que c'est vraiment j'ai une méthode qui s'appelle la méthode des 90 jours et qui est vraiment sur comment est-ce que tu fixes des objectifs, comment est-ce que tu revois ta stratégie, comment est-ce que tu pivotes. Et j'ai vraiment remarqué que c'est les gens qui ont cette capacité
numéro un, à passer à l'action et Hmm. numéro deux, d'ajuster leur stratégie qui vont vraiment faire la différence. Parce qu'en réalité, si tu prends une personne qui est sur, mettons des plans de 90 jours et qui va s'y mettre, même si sa première idée ne marche pas, sa deuxième idée ne marche pas, sa troisième idée ne marche pas et que la personne continue, tôt ou tard, tu vas trouver quelque chose qui marche. Et en fait, il te suffit d'une idée qui marche pour commencer à mettre le pied à l'étrier et avoir quelque chose qui commence à prendre. Donc, tu as, les deux parties. Tu as les gens qui vont baigner dans le milieu du business en ligne pendant un an et demi, et ils ont vaguement lancé un blog, ils ont fait un projet, mais pas trop. Ils n'ont pas fait grand-chose. Au final, si tu regardes leurs actions, tu dis, ouais, là, tu es en train de me dire que tu veux vivre de ça et que ça va être ta carrière, que ça va être à plein temps. En même temps, tes actions, c'est ça. On ne peut pas non plus espérer. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui lancent un petit article et tout d'un coup, ça explose, mais ce n'est pas la majorité des gens. Et forcément, tu ne peux pas espérer en ayant fait voilà, quelques petits trucs, te dire que ça va exploser. Et en n'ayant Hmm. pas eu cette volonté, par exemple, je sais pas, de te mettre au téléphone avec les gens ou d'aller faire un peu de la recherche de marché sur le terrain ou d'aller rencontrer, tu vois, faire un peu les actions un peu difficiles, un peu les mains dans le cambouis qu'il Ouais. faut faire quand tu démarres. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est aussi il y a des gens qui ont une idée en tête et ils pensent que c'est la meilleure idée au monde et ils vont rester dessus. Donc il y a les gens qui sont presque trop persévérants, trop têtus et il y a les gens qui ne sont pas. Ceux qui sont en mode, vas-y, je vais être pragmatique, je vais tester différents trucs, je vais être prêt à bidouiller. Moi, je ne suis pas là nécessairement pour faire ma passion. Ou peut-être que ma passion, je la ferai plus tard. Je vais essayer de trouver un truc qui marche, qui apporte de la valeur aux gens et je vais continuer à itérer dessus et avancer rapidement et à lancer rapidement. Tu vois, ça, c'est Hmm. vraiment les gens qui ont tendance à bien fonctionner. Parce que soit leur première idée marche et ils l'ont lancé rapidement et c'est cool. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont commencer à pivoter sur différentes choses jusqu'à Hmm. trouver un truc qui est prometteur, à itérer dessus et à le faire. Et si tu n'es pas la personne la plus malchanceuse au monde, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde, si tu laisses un certain nombre d'idées, tu as bien quelque chose qui va marcher. Tu vois, tu baignes un peu dans le truc. Voilà. Donc, il y a les gens qui agissent pas assez, les gens qui sont un peu trop têtus, mais ceux qui sont un peu entre les deux, flexibles. Peut-être aussi les gens tu vois, qui ont un peu plus le dos au mur, qui sont en mode, je ne peux pas faire la fine bouche. Tu vois, moi, quand j'ai commencé, que je suis parti en Asie avec mon petit business, je ne pouvais pas faire la fine bouche. Tu vois, si j'avais une opportunité, une idée, un truc qui pouvait fonctionner, euh, s'il fallait être au téléphone, s'il fallait faire des webinaires. Moi, je faisais des webinaires. C'était à 18 h en France. Moi, mon webinaire, il commençait, je crois, à minuit ou à 1 h du matin en Asie. Et du coup, il finissait à 3 h du matin. Et du coup, j'étais tellement dans l'adrénaline que je me couchais à 4 h 30, tu vois. Mais après, mon webinaire, il faisait de l'argent. Il faisait mon mois, tu vois. Je faisais mon mois dans un webinaire, ben, j'allais le faire et j'allais le continuer. Et j'étais prêt à mettre cet effort-là parce que pragmatiquement, bah, ça fonctionnait. Et je pense qu'il ne faut pas partir en disant je vais faire un truc automatique, revenu passif, etc. Il faut dire déjà, si je trouve un moyen que les gens me payent de l'argent pour un truc que j'ai fait, c'est déjà bien. Et peut-être que le lifestyle de rêve à la plage, etc., tu pourras l'avoir un peu plus tard. Euh, mais voilà, tu vas commencer par faire ces actions-là. Et ça, Hmm. c'est les gens, j'ai tendance à les voir, tu vois, et rencontrer. Mais il y a plein de gens que j'ai rencontrés, c'est intéressant, avant leur business. Et je me dis, tiens, cette personne, elle va aller loin, elle va faire des trucs. Et sur un horizon de un an et demi, je les revois et du coup, ils ont un truc qui marche bien. Et souvent, je me souviens, ça m'est dit, tiens, cette personne, elle va faire des trucs juste par rapport à l'attitude que la personne avait et par rapport aux questions qu'elle me posait et par rapport au mindset tu vois, qu'il avait sur son truc, en étant une personne qui allait se lancer, qui allait passer à l'action vite, en même temps qui n'était pas complètement amoureux de ses propres idées et de sa propre vision, mais capable d'être un peu pragmatique et se dire, bah, si je vois un truc, je vais aller le chercher, je vais aller bidouiller quelque chose parce Hmm. que ça me mettra le pied sur le marché. Ouais. Effectivement, ouais, je comprends tout à fait ce ressenti. Euh, Autre point, si on change totalement de sujet, là, oublions Marketing Mania pendant 2-3 minutes et concentrons-nous sur Stan Leloup. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer justement ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Combien de temps si tu devrais dire, voilà, je passe 30% de mon temps à faire ça, 30% de mon temps avec ma famille. J'ai cru également comprendre que 2020 était l'année où tu allais devenir papa. Ouais. Comment est-ce que tu gères tout ça? Hmm. Donc, le premier point, je suis extrêmement routinier dans mon fonctionnement. Donc, j'ai des structures assez claires sur mes journées, ce qui me permet à la fois d'avoir le temps de consacrer à mon boulot, mais à la fois de le maintenir. Donc, en ce moment, et là, c'est des semaines qui sont chargées parce que c'est le lancement du livre, je vais me lever à 6 h 30. Je vais démarrer à 8 h 30 de bosser. Donc, ça veut dire qu'entre deux, j'ai 2 heures de routine matinale, ce qui est assez long, qui me donne le temps
prendre le petit déjeuner avec ma femme, d'aller faire une petite marche dans mon quartier, de me poser. Souvent, j'ai un peu le temps de lire le matin, etc. Et je vais démarrer de bosser à 8h30. Entre 8h30 et grosso modo, entre midi et 12h30, je vais écrire généralement. Actuellement, ce que je fais, c'est que je m'arrête à midi pour pouvoir aller nager. Donc, je vais nager une demi-heure, 40 minutes avant le déjeuner. Je vais manger avec ma femme encore et je vais bosser l'après-midi. En temps normal, l'après-midi, si je reprends à 14h, je peux terminer vers 17h en temps normal parce que j'ai pas. L'après-midi, je fais mes tâches managériales, l'email, les appels, etc. Et souvent, vers 17h, je peux l'avoir bouclé, ce qui n'est pas toujours le cas. En ce moment, je termine tous les jours à 19h. Ce qui me fait des journées qui sont relativement longues, si tu prends 8h30 jusqu'à 19h. Mais tu vois, j'ai eu quand même mon temps le matin. J'ai quand même eu l'occasion de nager le midi. Et puis après 19h, tu vois, je suis chez moi. Et il y a aussi un avantage grâce à tes routines, de perdre aucun temps. Donc, le temps de transport qui prend, pour la plupart des gens, s'ils ont de la chance, tu vois, une demi-heure pour aller au boulot, etc. Moi, il me prend probablement quelque chose comme 3 minutes dans l'ascenseur pour aller au bureau. Pareil, pour mes repas, ils sont notamment sur le midi, ils sont préparés à l'avance, etc. Tu vois, donc, j'ai un peu éliminé tout le reste. Donc, après, avec 19h, je suis avec ma femme et je vais me coucher. En gros, à 21h, je suis au lit avec un livre et je vais me coucher, je vais m'endormir à 22h. Et ça, c'est du coup une routine que je vais maintenir du lundi au samedi. Le dimanche, je ne bosse pas. Et il y avait des personnes il y avait des périodes où je ne bossais pas le samedi. Là, avec le livre, avec le lancement, etc., je me suis remis à bosser le samedi, ce qui me convient assez bien, mais d'avoir une journée où je suis totalement déconnecté. Et en gros, ce que j'essaye de faire là, dans la mesure du possible, c'est pas être en train de checker mes emails ou de checker Slack toute la journée, de le concentrer sur les périodes de travail, ce qui me permet d'être assez intense dans mon travail et d'avoir quand même tu vois, sur des périodes où je vais bosser beaucoup, d'avoir quand même au final pas mal de temps qui sont en dehors de ça. Si tu comptes là les 2 heures du matin et après les 3 heures le soir. Ok, je vois, ouais. Effectivement, une belle routine. Et moi, c'est plus ou moins pareil dans le sens où, tu sais, en 2018, 2019, surtout la première partie 2019, j'étais très dans il faut bosser, il faut bosser. Je me levais à 5h, 6h, voire 7h au plus tard, jusqu'à minuit, 1h du matin. Je bossais du lundi au dimanche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas de vacances, pas de week-end, surtout pas arrêter parce que si tu arrêtes, tu perds du temps. Donc, tu perds les concurrents, les machins, les trucs, les objectifs, etc. Et au final, j'ai constaté une chose avec du recul et un peu de maturité et d'échange avec des personnes comme toi ou d'autres qui ont un certain succès dans on va appeler ça le vrai business. Euh, c'est que à chaque fois que je prends du temps, à chaque fois que je prends une pause, s'en est suivi des idées qui ont vraiment été les idées à 6 ou 7 chiffres dans mes business et dans ma vie. Euh, donc, c'est un paradoxe assez intéressant parce que on pourrait se dire il faut être dans le jus, il faut être dans le jus pour faire du cash, mais c'est à chaque fois que justement je ne suis surtout pas dans le jus que j'ai les idées qui permettent de faire le maximum de cash quand après tu es dans une période de rush. Donc, très, très intéressant. J'avais vu un concept qui était intéressant. En gros, c'est vraiment pour réfléchir à ces effets de levier, un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec YouTube. Donc, le fait que de mon audience sur YouTube, ça donne un effet de levier. Sur l'effet de levier aussi de ton temps. Et il y avait un gars qui disait, OK, quelles sont les tâches que tu fais aujourd'hui qui sont des tâches à 10 euros de l'heure, qui pourraient être sous-traitées à peu près n'importe qui. Quelles sont les tâches qui sont des tâches à 100 euros de l'heure, qui sont des tâches, tu vois, de compétences, à valeur ajoutée, etc. Quelles sont les tâches à 1000 euros de l'heure et quelles sont les tâches à 10 000 euros, tu vois. Les tâches à 10 000 euros de l'heure, c'est avoir une nouvelle idée pour un nouveau produit, c'est ce genre de truc où tu vas passer en fait quelques heures, ça va avoir un impact démesuré. Et en fait, ce que tu t'aperçois, c'est que tu vas trader des tâches à 100 euros de l'heure pour des tâches à 10 000 euros, mais que du coup, ce qui est important, c'est ton effet de levier global et c'est pas forcément le temps que tu passes à travailler. Et que, pour moi, par exemple, dans mon cas, tu vois, faire une vidéo qui est un peu meilleure peut faire la différence entre faire 50 000 vues et faire 400 000 vues, tu vois. Donc, ça fait un effet multiplicateur de 2 fois 8. Ça ne prend pas 8 fois plus de temps. Donc, tu vois, c'est tous ces effets-là qui divorcent un petit peu. En fait, ce n'est pas aussi simple que je travaille X heures, je gagne temps parce que c'est ces effets de levier. Et effectivement, moi, j'ai remarqué que quand je suis à fond, enfin là, en ce moment, je suis à fond parce que j'ai tous mes interviews, etc. Et je ne suis pas aussi créatif. En ce moment, je vais pas me mettre là le matin et te claquer. Tu vois, j'arrive à écrire des emails de vente, etc. Mais je ne vais pas te claquer une page de vente. Je ne vais pas te claquer un chapitre de livre. Et je ne vais certainement pas te claquer, tu vois, une vidéo ultra approfondie. Tu vois, je suis un peu plus sur la surface. Alors après, il y a des périodes où ça a du sens de le faire.
Mais si j'étais tout le temps comme ça, tout le temps à courir, en fait, j'aurais jamais… tout simplement, je serais toujours consultant. Je continuerai à prendre des clients parce que c'est là qui fait rentrer. Et j'aurais jamais pris le temps de trouver un nouveau format sur YouTube, de monter ça parce que il fallait y aller le plus vite possible. Tu vois. Et plus tu vas faire ces tâches créatives, moins tu peux y passer toute la journée. Parce qu'en fait, quand tu écris, je ne sais pas pour commencer pour toi, mais pour moi, au bout de 3 à 4 heures d'écriture, je suis arrivé au bout. Je ne peux plus faire plus. Et du coup, tu te dis, tiens, je suis un peu un feignant. Tu vois. J'aurais pu travailler beaucoup plus. Si tu regardes tes heures et tu mesures tes heures, mais dans la pratique, tu ne peux pas écrire 10 heures par jour. Après, tu peux passer 10 heures par jour à être au téléphone, à courir à droite à gauche, ça, tu peux le faire et te dire que tu as été productif. Mais est-ce que ça a été plus productif que la personne qui a écrit pendant 4 heures et qui après a été faire autre chose? Ce n'est pas sûr. Tu vois. Le monde n'est pas aussi simple que ça. Le monde n'est pas aussi juste à te dire plus tu fais d'efforts, plus tu as de récompenses. Ouais, non, c'est clair, tout à fait. La fameuse efficience, le travail effectif plutôt que le travail perçu sur une montre, etc., sur un calendrier. J'ai une dernière question à te poser, Stan. Si tu avais, en faisant abstraction de tous les merveilleux conseils de cette interview extrêmement riche qu'on a pu faire, et je te remercie d'ores et déjà, et l'audience te remercie, j'en suis sûr, d'ores et déjà pour toutes ces pépites. Mais si tu avais vraiment un conseil à transmettre, peu importe le type de conseil, peu importe le domaine de vie que ce conseil pourrait impacter, quel serait ce conseil que tu aurais envie de transmettre à l'audience qui nous regarde? Récemment, je me suis fait une réflexion. En gros, j'avais énormément d'interviews, j'avais énormément de trucs à faire. J'ai mon livre qui sort, j'ai des contrats à signer, le livre audio qu'il faut faire. J'avais énormément de trucs qui me tombaient en même temps. Et c'était un peu en mode, il y a des trucs qu'il faut que je me tape. Il y a pas mal de trucs qu'il faut que je me tape sur des négociations, etc. Et ça me saoulait de devoir tout faire en même temps et que tout tombe là et de rien pouvoir repousser parce que c'était le lancement du livre. J'étais un peu en mode, toutes ces circonstances qui me tombent dessus, comment est-ce que je peux me plaindre d'un truc que j'ai choisi, tu vois? Et je pense que j'étais un peu en mode, ah non, ma vie est dure, je suis trop fatigué, j'ai trop de travail, etc. Ce qui est absurde quand tu penses que tout ce travail, c'est moi qui ai choisi de le faire. Et que si je n'avais pas choisi de faire ce livre, je n'aurais pas ce travail. Si je n'avais pas choisi de faire un livre audio, je n'aurais pas ce livre audio à faire. Et même si toi, tu n'as pas le contrôle aujourd'hui complet de ta vie, le même principe au final s'applique. C'est que beaucoup des circonstances dans lesquelles tu es aujourd'hui sont des conséquences de tes choix et de ce que tu as voulu être. Et tu te retrouves facilement à te plaindre mentalement, tu vois, de choses que fondamentalement tu as choisies. Et la seule manière dont tu vas pouvoir changer ces circonstances et la seule manière dont tu vas pouvoir accepter aussi ce que tu as à faire et les tâches que tu as à faire pour grossir ton business, même si elles ne sont pas toujours… Ouais, parfois, il y a des tâches et des passages obligés qui ne sont pas super marrants, tu vois. Aller rechecker des contrats et des négociations, ce n'est pas forcément mon kiff personnel, mais ça fait partie du deal que j'ai accepté. Et ça a peu de sens de gâcher ton énergie à être en non, mais pourquoi j'ai besoin de faire ça? Et ça a beaucoup de sens de dire c'est un truc que j'ai choisi. Je ferais aussi bien de l'accepter et presque d'avoir une forme de gratitude, d'être dans la position d'avoir tous ces problèmes parce que quand ton esprit humain peut déformer les trucs, tu vois, ou en mode c'est ah non, j'en ai marre que autant de gens me contactent, etc. Tu devrais au contraire te dire tiens, c'est assez cool que autant de gens aient envie de parler avec moi. Ouais. Et quand tu vois que moi, dans ma situation qui est clairement privilégiée par rapport à la plupart des gens, je tombe dans ce piège, ça te montre que l'esprit humain est vraiment biaisé à ce niveau-là et qu'il y a du sens de dire, OK, toutes les circonstances que j'ai aujourd'hui sont une conséquence de mes choix, même si des trucs que j'aurais préféré faire différemment ou des trucs que j'ai l'impression qu'on m'impose fondamentalement à un certain point, j'avais un choix, une décision à prendre et qu'à partir du moment où tu acceptes que tu avais ce choix et cette décision à prendre, ça veut dire que tu reprends le contrôle sur les circonstances de ta vie. Et d'un coup, je me dis, tiens, si je voulais, je pourrais annuler tous ces trucs. Je pourrais annuler tout ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie de l'annuler? Bien sûr que non. J'ai toujours envie de le faire. C'est toujours un truc qui est important et ça me connecte à un objectif. Et le fait de comprendre que ce n'était pas un truc qui m'était imposé et un truc que théoriquement, j'aurais le choix de tout bazarder, ça me rappelle que c'est une décision que j'ai prise et que j'ai en fait aucun droit de me plaindre tu vois, de la quantité de travail que j'ai à faire ou autre. Ok, ouais. Effectivement, en fait, tout est question, toutes les choses qui se passent dans notre vie, tous les événements ne sont que les résultats de nos choix indirectement. Donc, positiver et quelle que soit la situation dans laquelle on est, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'estime que la plupart des gens ont beaucoup de chance, ne serait-ce que ceux qui regardent cette interview
et qui sont là jusqu'ici, ne serait-ce que par leur niveau de conscience, sans forcément vouloir dénigrer les autres, bien évidemment, mais ont beaucoup de chance et je pense qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui au 21e siècle, alors qu'à l'époque, il fallait faire un prêt de 300 000 euros, trouver un entrepôt, faire ci, faire ça, faire du stock, etc. Aujourd'hui, littéralement, avec une connexion Internet à notre ordinateur, on a on a des planches à billets accessibles au bout des doigts qui ne demandent qu'à être exploitées et nous offrir la vie de nos rêves, quelle que soit la conception qu'on a du rêve. Donc, c'est extrêmement intéressant et important. Écoute, Stan, vraiment, j'ai eu un immense plaisir à échanger cette heure avec toi, cette interview. Je pense que ce sera l'un des interviews les plus riches que j'ai eu l'occasion de publier sur ma chaîne. Très intéressant, beaucoup de concepts abordés. Ça m'étonne absolument pas de toi vu la qualité de la personne que j'avais en face de moi. Donc, c'est vraiment super chouette. Merci en tout cas pour ton temps. Personnellement, j'ai commandé hier ton livre. Je l'ai précommandé. Merci. J'ai reçu ton mail, ton mail bien copyrighté. Là, tu avais eu le temps également de faire un joli email. Et justement, j'ai hâte également de le découvrir. Et je te remercie pour ton temps et pour toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. Posez-nous vos questions éventuellement en commentaire. J'imagine que Stan trouvera un petit instant pour venir consulter tout ça, mettre un petit like et y répondre dans la mesure du possible. Likez cette vidéo, partagez-la et merci à toi Stan. Super. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était super cool de pouvoir discuter avec toi.